Après avoir savouré la victoire arrachée hier soir face aux Lions de l'Atlas 2-0, les Bleus se projettent déjà vers les demi-finales. Ce sera le 14 juillet prochain, jour de fête nationale ici en France. Résumé et temps fort de la rencontre d'hier soir avec ce sujet signé Étienne Papono. Une équipe heureuse est rassemblée pour célébrer une nouvelle qualification en demi-finale. Dominateur tout au long de la rencontre et peu inquiété par les Lions de l'Atlas, les Bleus ont pourtant mis du temps à trouver la faille. Kylian Mbappé obtient un pénalty en première période. Après 3 minutes d'attente pour des vérifications du corps arbitral avant de le frapper, son tir est stoppé par le gardien marocain Yacine Bounou. Pas de découragement pour autant, le capitaine des Bleus ouvre le score à l'heure de jeu, sa 8e réalisation dans cette Coupe du Monde. C'est un joueur incroyable, voilà, c'est notre capitaine. C'est un joueur qui ne doute pas, il a un mental incroyable, donc non, on est content pour lui. On veut encore plus de buts, on attend encore plus de buts de Kylian. 6 minutes plus tard, Ousmane Dembélé double la mise pour acter la victoire française. Pour la 3e fois d'affilée sous le règne du sélectionneur Didier Deschamps, les Bleus atteignent le dernier carré du mondial. Sa recette ? C'est d'avoir des bons joueurs, de très bons joueurs. Évidemment, parce que je sais que le mérite d'un sélectionneur et d'un staff passe par les joueurs, mais je ne dois pas trop faire mal les choses quand même, quoi. Les Bleus peuvent désormais préparer leur demi-finale à Dallas, mardi 14 juillet. L'équipe de France bénéficiera de 24 heures de repos supplémentaires par rapport à son futur adversaire, l'Espagne ou la Belgique. Et on accueille sur ce plateau notre confrère, le journaliste RMC Sport, Elton Mokolo. Bonjour à vous. Vous avez le sourire, Elton, après la diffusion le sourire et maintenant la la force de l'habitude quand on parle de l'équipe de France avec cette 3e demi-finale de suite en Coupe du Monde. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette équipe elle soit aussi forte, aussi redoutable? Elle est quasi parfaite sur le papier. Je disais tout à l'heure qu'elle était insubmersible. C'est galvaudé ou c'est vraiment ça? Ça tient en 4 mots: maturité, stabilité, continuité et talent. Parce qu'on a toujours besoin de talent pour exister dans les derniers tours de Coupe du Monde. Mais la maturité, elle est très importante pour expliquer cette équipe de France. J'ai évoqué 3 demi-finales de suite. Seuls l'Allemagne, le Brésil, dans l'histoire de la Coupe du Monde, ont réalisé cette performance. L'équipe de France est désormais la 3e équipe à réaliser ça. Et en fait, quand cette équipe arrive sur un quart de finale de Coupe du Monde, c'est un quart de finale qui doit absolument peut être extraordinaire. Mais elle arrive à rationaliser, banaliser un quart de finale de Coupe du Monde. Et c'est comme ça que même à 0-0, il n'y a jamais eu un sentiment de panique, il n'y a jamais eu une course à l'urgence pour aller chercher ce premier but, parce qu'ils sont bien conscients qu'ils ont la qualité, ils ont le talent pour renverser le match ou pour le gagner avec beaucoup d'autorité. Ils étaient certains de leur victoire hier face aux Lions de l'Atlas. On s'attendait à un beau match, ou en tout cas on en attendait beaucoup de ce match. Comment est-ce que vous l'analysez, cette rencontre du côté des Bleus et des Marocains? Ce match, d'une côté équipe de France, il est dans la continuité de ce qu'ils réalisent sur la phase éliminatoire, parce que c'est une équipe de France qui peut, entre guillemets, attaquer le match de manière diesel, mais qui à un moment donné va trouver son rythme de croisière et passer devant. Contre la Suède, il y avait eu 0-0, et en fin de première période, ils accélèrent, ils ouvrent le score par Kylian Mbappé. Contre le Paraguay, une opposition très rugueuse, très physique, ils arrivent quand même à mettre ce petit but qui fait la différence. Et là, contre le Maroc, quand bien même il loupe le pénalty avec Kylian Mbappé, il ouvre le score à la 60e. Ils ouvrent le score à la 60e, mais c'est une constante du côté de cette équipe de France. Contre le Sénégal, il y avait 0-0. Ils ouvrent le score quasiment à la même période. Et c'est qu'ils sont toujours conscients du fait qu'ils vont arriver à ouvrir le coffre-fort adverse. Et le Maroc a été renvoyé à ce côté peut-être inexpérimenté à ce stade de la compétition, quand bien même ils ont fait un quart de finale en 2022. Mais il faut mettre du contexte autour de cette équipe marocaine. C'est une équipe qui a été largement rajeunie depuis le Qatar, avec beaucoup de jeunes joueurs qui découvraient la réalité d'un quart de finale de Coupe du Monde. Je veux dire, Boadi, qui a 18 ans, c'est un quart de finale, il découvre. Issa Diop, il découvre également la réalité de la compétition. Vous dites de l'inexpérience, ou c'est une mauvaise tactique? Facile de dire mauvaise tactique et mauvaise stratégie après coup de la part du sélectionneur. Pour le coup, je vais citer Mike Tyson, qui explique que tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on lui tape dessus. Le Maroc avait un plan qui était clair et établi, mais une réalité, c'est que le football, c'est un rapport de force. Et dans ce rapport de force, il y a l'équipe de France qui, justement, est venue l'attaquer précisément sur son point fort, qui est son milieu de terrain. Et le milieu de terrain marocain, qui avait une force, qui, justement, avait fait mal au Brésil, avait fait mal aux Pays-Bas, justement, a trouvé
plus fort que lui. Donc forcément, quand on est attaqué sur ses points forts, on n'a plus la même certitude pour attaquer le match de la même manière. Et donc forcément, on a vu un Maroc qui n'a pas su trouver de plan B et qui a été dans un match de résistance jusqu'au moment où l'équipe de France a apporté les stockades. Bon, en tout cas, les Bleus filent en demi-finale. L'affiche souhaitée, l'affiche de rêve, ce serait qui face aux Bleus, puisqu'il y a la rencontre de ce soir? Évidemment, tout le monde l'attend, tout le monde a envie. Après la demi-finale à Munich pour l'Euro 2024, la demi-finale en Ligue des Nations du côté de Stuttgart qui s'était terminée sur un match très prolifique de 5-4. L'Espagne, champion d'Europe en titre. C'est l'affiche que l'équipe de France, et même j'imagine les joueurs ont envie de voir, parce que je dirais pas revanche, mais plutôt une nouvelle opportunité, parce que les deux équipes ont grandi depuis ces deux matchs, et l'équipe de France a envie de montrer que c'est la meilleure équipe des deux. Et il y a un détail qui est très intéressant, Kylian Mbappé en zone mixte, il a tout de suite tempéré en disant que ce n'est pas la meilleure équipe au monde, en parlant de sa propre équipe, qu'elle n'a encore rien fait. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, c'est pour monter l'état d'esprit, parce que l'équipe de France est comme un boxeur qui est un challenger, qui n'a pas de ceinture. Aujourd'hui, l'équipe de France n'est ni championne du monde, ni championne d'Europe, ni vainqueur de la Ligue des Nations. Ça fait 3 compétitions où l'équipe de France n'a pas remporté. Aujourd'hui, ils sont dans cet état d'esprit-là, dans cette idée d'aller chercher un titre. Le capitaine, vous l'évoquiez à l'instant, Elton Mokolo, on va s'éloigner un peu du beau sport qu'on vient commenter ensemble. Il y a aussi eu le pire de ce qu'on pouvait attendre. Le capitaine des Bleus, l'équipe française aussi visée par des attaques racistes, notamment de la part de l'équipe du Paraguay, d'une élue quand même du Sénat. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'état d'esprit de certaines sélections qui arrivent à ce tournoi, et comment est-ce qu'en tant que journaliste sport d'ailleurs on regarde ça? Alors principalement de la sénatrice que j'ai pas forcément envie de nommer par rapport à ses paroles racistes inqualifiables et qui déshonorent aussi sa profession, plutôt sa fonction d'élu justement, qui a été mise en avant par le peuple paraguayen. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit beaucoup de choses sur le nationalisme qui est exacerbé sur une Coupe du Monde. C'est un phénomène que l'on voit très souvent, mais à l'ère des réseaux sociaux, parce que cette attaque a eu lieu à travers les réseaux sociaux. C'est encore plus amplifié. Donc ça dit beaucoup de choses, entre guillemets, ce sentiment d'impunité en se disant qu'on peut tout dire, jusqu'à des paroles racistes, en se disant que parce qu'on est au Paraguay, parce qu'on attaque via les réseaux sociaux, on ne peut pas être rattrapé par la loi, ne peut pas être poursuivi pénalement. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, sont scandaleuses. Et il y a eu cette réaction du gouvernement paraguayen qui s'est désolidarisé, qui s'est dissocié notamment des paroles qui, je répète, sont racistes et inqualifiables. Mais pas seulement Kylian Mbappé. Aujourd'hui, cette équipe de France, et on l'a vu par le passé, sans cesse se sommer presque de démontrer qu'elle est française. Pourquoi? Comment est-ce que vous l'expliquez? Pourquoi en 2026 encore des joueurs qui ont un héritage qui peut être africain, subsaharien, maghrébin, soient sans cesse renvoyés à ça et presque considérés comme suspects, pas français entièrement? Exactement. Les Bleus, une équipe de France pas si française. Voilà la polémique. Je renvoie à l'article de notre consoeur de la rédaction web, Stéphanie Trouillard. Oui, c'est dommage d'en arriver là, mais c'est toujours ce procès de légitimité qui est mis en avant du côté de cette équipe de France de tout temps. Il y avait déjà ces mêmes débats en 98, il y avait eu ce débat en 2022 où on avait eu l'image, j'aime pas parler comme ça, mais de joueurs, beaucoup de joueurs subsahariens, mais qui pour moi sont avant et surtout français, qui étaient là lors de la finale 2022. Il y a toujours ce procès de légitimité, alors qu'il n'y a pas de distinguo à faire. C'est-à-dire qu'ils sont légitimes, ils sont français, ils sont nés en France, ils ont été à l'école française et ils incarnent toutes les valeurs positives de la nation française. Donc c'est pour ça que pour moi, oui, il y a toujours ce procès en légitimité qui ne doit pas avoir lieu d'être. En tout cas, la réponse, elle est faite sur le terrain, avec la performance des Bleus. Elle est faite sur le terrain, et ce qui est bien, c'est que cette équipe de France charrie des émotions qui sont très positives, parce que j'ai envie de dire, tous les Français, et sans distinction, se représentent en Kylian Mbappé, en Lucas Digne, en Adrien Rabiot, en Ousmane Dembélé, en Dayot Upamecano, en Mike Maignan. Et je pourrais citer les 26 joueurs, mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps. En tout cas, on a appris à les connaître. Elton Mokolo, je voudrais aussi savoir quel regard vous avez porté sur l'arbitrage, parce que ça a posé question pendant plusieurs rencontres. On sait aussi que directement, Infantino est intervenu pour faire sauter carton rouge d'un joueur américain.
Est-ce que ça ne vient pas jeter l'opprobre une nouvelle fois sur ce tournoi? Alors c'est vrai que le cas Balogun, parce qu'il est question de ça, qui avait été expulsé à l'occasion de la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine, et il y a eu un appel de la Fédération américaine, et derrière il y a eu cette fameuse intervention dont s'est vanté Donald Trump, et derrière la décision de la FIFA qui s'est défendue de toute ingérence politique. Aujourd'hui, la boîte de Pandore a été ouverte. À partir du moment où il y a eu cette intervention justement vantée par Donald Trump, on ne peut pas empêcher les gens justement de croire au complot. Maintenant, nous aussi, on a notre devoir d'apporter un peu plus de rationalité par rapport à l'arbitrage. Je rappelle, ça reste une fonction qui est extrêmement difficile parce qu'elle est interprétée de manière exponentielle par beaucoup de gens via les réseaux sociaux. Encore plus, il ne faut pas oublier que le football reste un sport de contact soumis à une certaine interprétation, une interprétation qui n'est pas propre à chacun, c'est-à-dire que l'arbitre peut avoir son interprétation, comme une personne beaucoup plus éloignée peut avoir une autre interprétation. D'ailleurs, on a eu un cas justement éloquent lors de Argentine-Égypte, où dans un premier temps, l'arbitre français, M. Letexier, refuse justement d'accorder une faute à l'Argentine, et il faut l'intervention du VAR, donc c'est un collège d'arbitres, et je dis bien un collège d'arbitres avec un S à la fin, qui l'appelle pour lui expliquer qu'en fait, il y a faute. Donc il y a une décision collégiale qui fait qu'il y a eu une décision qui a été retournée en faveur de l'Argentine. Et moi, j'ai envie de, entre guillemets, dépassionner la question de l'arbitrage parce que ça reste quand même quelque chose de compliqué, mais c'est inhérent au fait que plus on avance dans la compétition, plus la question de l'arbitre, plus le poste de l'arbitre va être un rôle central sur cette Coupe du Monde. Le mot de la fin. Merci beaucoup, Elton Mokolo. Merci d'être passé par le plateau de France 24.